Vous écoutez Le Trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Trèfle. Titouan au micro pour vous accompagner tout au long de cet épisode qui va pas être des plus marrants pour certains mais qui a tout de même son importance, les finances des Boston Celtics. Alors entre les nouvelles règles imposées par le nouveau CBA, la signature du Go Conta de Jaylen Brown et les trades récents de Porzingis et Jrue Holiday, il nous semblait important de faire un point sur la case finance de la franchise, d'autant plus qu'on entend et on lit souvent tout et son contraire sur les réseaux sociaux. C'est pas toujours facile de démêler le vrai du faux, surtout quand on est un peu néophyte concernant les règlements financiers, on va dire, de la NBA, ou tout simplement pas très intéressé par les chiffres. Pourtant, c'est quand même primordial de connaître quelques bases, car ça nous permet de mieux comprendre certains mouvements faits par les front office, certaines signatures, certains trades, car oui, parfois on a des échanges qui peuvent nous paraître incompréhensibles d'un point de vue de l'échange de la valeur sportive, mais l'échange peut prendre tout son sens quand on se penche un peu sur la partie finance de l'équipe. Donc voilà, dans cet épisode, on va aborder rapidement les nouvelles règles du CBA. On va expliquer ce que c'est le CBA et comment cela va impacter la construction d'effectifs de Boston à court terme et à long terme. On reviendra aussi sur le contrat de Jaylen Brown pour vous expliquer à quoi correspond ce contrat, le rôle que cette signature peut jouer dans l'avenir de la franchise. Et donc, avant de vous présenter ceux qui vont m'accompagner pendant cet épisode, petit rappel pour vous dire que si vous souhaitez comprendre le fonctionnement du CBA un peu plus en profondeur, parce que nous on va s'axer un peu sur la partie Celtics, mais pour ceux qui veulent comprendre le fonctionnement du CBA de manière plus générale, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le podcast des amis de Dunk Hebdo, qui ont sorti plusieurs petites pastilles à ce sujet. C'est très bien fait et assez idéal pour saisir toutes les nuances de ces nouveaux règlements. Voilà pour la longue intro. Je m'en excuse, mais maintenant place aux stars. Laissons entrer les gladiateurs dans l'arène. Aujourd'hui, c'est notre expert finance et CBA qui est avec nous, c'est Elias. Salut Elias, comment ça va? Salut, je sais pas si je dirais expert, c'est un peu, c'est un peu prestigieux comme titre. Je suis amateur et ça m'intéresse. De là à dire expert, je suis loin d'être le meilleur et le plus renseigné, mais je fais de mon mieux, voilà. Merci L'e- de m'inviter. L'expert du trèfle en tout cas, pour nous. Peut-être. Bah, Vin, c'est pas mal aussi maintenant, hein, tu sais, on est deux. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, bon, t'as vendu la mèche, le non moins expert qui maîtrise les chiffres comme White maîtrise la navigation à travers les écrans. C'est Vincent. Salut Vincent, tu vas bien? Salut Titouan, salut Elias, ça va? Ouais, ça fait beaucoup, là, ça fait beaucoup. C'est beaucoup assumé, là, je trouve, hein. Je suis pas bien, là, d'un coup. Au début, je voulais dire tu maîtrises la défense de Marcus Smart, mais on peut plus dire ça. Ah non, c'est fini, ça. Il y a des sujets qui fâchent, en plus, là. En plus, oui. Ouais. Les gars, je vais commencer par une question très simple pour que les auditeurs les moins avertis sur l'aspect finance en NBA puissent comprendre de quoi on parle. Et je vais te lancer, Vincent, directement dessus. Qu'est-ce que le CBA? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu à quoi ça correspond? Qu'est-ce que c'est ces trois lettres qui font peur à tous les GM et tous les propriétaires surtout de NBA? Alors, CBA, j'ai pas la trad, c'est des mots compliqués, j'ai un accent pourri, donc je me lance pas dedans. Mais très simplement, c'est la convention collective, en fait, qui lie les 30 proprios de franchise et le syndicat des joueurs. Donc c'est tout le grand texte, je sais pas combien de pages il fait, mais beaucoup, qui va gérer les salaires, les calendriers, toutes les nouvelles règles. Alors ça doit être négocié, je sais plus, tous les 4, 5, 6, 7 ans environ. Donc voilà, ça va gérer, ça va mettre des règles et borner tout ce que peuvent faire les front office pour monter leur roster. Donc voilà un petit peu assez simplement finalement, c'est ce qui va
régir la NBA pendant quelques années à chaque fois, tout simplement. Ça marche. Et du coup, récemment, donc c'est pour ça aussi qu'on fait cet épisode, il y a eu enfin, de nouveaux votes, on va dire, hein, avec donc un CBA qui a été actualisé avec de nouvelles règles. Elias, toi, est-ce que tu peux nous dire un peu en quelques mots sur ces nouvelles règles, du moins les principales, vraiment quels sont pour toi les points à retenir de ce nouveau CBA? Ouais, alors, juste pour la petite anecdote, c'est 676 pages, le nouveau CBA, là, donc Voilà. Bonne lecture. c'est beaucoup de mots en anglais, du droit compliqué. Nous, comme tu l'as dit, on va se concentrer sur l'aspect financier, hein. Il n'y a pas que l'aspect financier qui est réglé par le CBA, il y a aussi certaines choses autour des règles, du comportement des joueurs, enfin tout ce qui entoure, en fait, tout ce qui c'est c'est le droit des joueurs et des franchises. Bref, nous, on va se concentrer sur l'aspect financier, en particulier donc l'aspect taxe et ce qu'ils ont appelé le EPRON. EPRON en français, ça veut dire tablier, donc la traduction n'aurait pas vraiment de sens, donc on va se contenter de dire EPRON. Euh, Ils en ont introduit donc des nouvelles EPRON, donc la première et la seconde EPRON, dans ce nouveau CBA pour contrôler les dépenses des franchises, dans l'idée que certaines franchises avaient le pouvoir de dépenser beaucoup trop d'argent et que ce serait pas juste par rapport aux autres qui n'ont pas forcément ce pouvoir. Donc on pense aux Clippers, aux Warriors qui ont des payrolls absolument gigantesques, qui dépensent des centaines de millions de dollars juste en pénalité de taxes, quand d'autres franchises de petits ou moyens marchés peuvent pas forcément se permettre ça. Bon, c'est l'argument des propriétaires. Dans les faits, toutes les franchises sont très très rentables et beaucoup pourraient se permettre de dépenser beaucoup plus. Mais on va pas rentrer dans ces questions un peu plus techniques. Ce qu'il faut savoir donc sur ce nouveau CBA, ce qui est quand même important, c'est que ça a ajouté quand même un gros cadrage de pénalité la surdépense, on va appeler ça comme ça. Donc au-delà d'un seuil qui est fixé, il me semble, peut-être que Vincent pourra me corriger, à 6 millions au-dessus de la ligne de taxe, donc la dépense maximale prévue par le salary cap, qui doit être autour de 120 millions, 130 millions peut-être cette année. Alors, le chiffre en soi n'est pas très important. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà de ça, donc les équipes sont dans la EPRON tax, qu'on appelle, comme on l'appelle. Et donc, ils ont introduit donc deux nouveaux EPRON, comme je l'ai dit. La première, un peu plus punitive, mais quand même pas non plus la plus punitive, ajoute quelques pénalités. Donc, si une équipe finit la saison au-delà de ce seuil, donc pas de biannual exception, donc c'est une exception qui permet de signer un agent libre quand on n'a plus de cap space une fois tous les 2 ans. Donc ça disparaît. L'équipe peut pas buy out un contrat qui est au montant plus haut que la MLE, donc la MLE complète, donc autour de 10-11 millions, il me semble, pour l'année qui vient. On peut pas ajouter du salaire à des trades, c'est-à-dire que dans les règles, on peut ajouter un certain pourcentage au-dessus de salaire. Par exemple, nous, les Celtics, en ayant trade de Jrue Holiday, on a ajouté du salaire. On a envoyé un peu moins que ce qu'on a récupéré. Donc, c'est des pourcentages. Il me semble que c'est 120% actuellement. Et si une équipe finit la saison dans le premier apron, ça, c'est mort. Il faut absolument être dans les 100 000 dollars de différence. Vincent, je te laisse ajouter quelque chose. Oui, en fait, voilà, moi ce que je voulais ajouter, c'est que vraiment ce que la NBA, pour ma traduction en fait de ce que je vois de ce nouveau CBA, c'est qu'elle a voulu réduire l'équipe qui dépense le plus avec l'équipe qui dépense le moins. Il faut savoir par rapport au sport européen notamment, en NBA, par exemple l'année dernière, entre l'équipe qui dépensait le moins et l'équipe qui dépensait le plus, il y avait, c'était un ratio de 1 sur 2. 1 pour 2. C'est-à-dire que les Warriors, ils avaient 200 millions de payroll, pendant que je crois que c'était les Spurs, ils avaient 100 millions. Un truc comme ça. Donc, faut avoir à l'esprit quand même qu'on a peu d'écart entre les plus dépensiers et les moins dépensiers. En foot, on va avoir des écarts monstrueux. Dans tous les sports collectifs européens, on peut avoir, en Euroleague par exemple, hein, si on veut revenir au basket, il va y avoir des écarts monstrueux de budget. En NBA, on a moins d'écart, même s'ils ils peuvent être quand même colossaux. Et la NBA, elle veut vraiment une espèce d'harmonisation des rosters pour avoir la compétition finalement la plus homogène qui soit. Ça va peut-être être au détriment des meilleures équipes de certains rosters qu'on avait pu avoir à une époque. Ça peut être maintenant plus compliqué de les monter et de monter des rosters monstrueux. Et on l'a vu déjà sur cette intersaison, on a des petites pistes sur comment ça va pouvoir se passer.
Parfait. Mais du coup, alors, comme vous venez de le dire tous les deux, donc l'objectif, c'est un peu de limiter la construction de grosses équipes, de super teams, comme on aime à l'appeler, même si j'aime pas trop ce terme. Mais donc, on va s'attarder, nous, sur notre équipe, sur les Celtics. Justement, en quoi ce nouveau cibier va impacter la construction de l'effectif sur le long terme, sachant que là, ce qu'on voit, on a vu un trade pour Porzingis, puis un trade pour Jrue Holiday. Est-ce que ce sont des trades qui, justement, pour vous, vont dans le sens de ce cibier, le fait que ce soit des contrats assez courts, ou c'est plutôt des mouvements qui semblent pour l'instant assez décorrélés de ce nouveau cibier, puisque finalement, on a quand même tradé des contrats un peu intermédiaires, on va dire, avec les 20 millions de Smart enfin Smart, je crois, était même à un peu moins de 20 millions, et de Brogdon pour récupérer des contrats à plus de 30-35 millions l'année de Porzingis et Jrue Holiday. Ouais, alors il y a plusieurs choses. En fait, déjà, premièrement, euh, dans l'idée, c'est pas nécessairement du all-in financé dans le sens où on sera pas nécessairement au maximum. Donc la seconde épreuve qui va être la plus punitive avec des choses absolument absurdes, hein, les pics, le pic dans 7 ans est complètement gelé. C'est-à-dire que si on finit la saison 2023-2024 dans la seconde épreuve, notre pic de 2031 peut pas être échangé pendant un an entier. Donc c'est des petites punitions, bon, on pourra peut-être y revenir, mais complètement, très très punitives. Donc c'est vraiment de la protection absolue des propriétaires, faire en sorte qu'ils puissent pas, qu'ils aient une justification pour pas dépenser autant d'argent. Donc dans l'idée, on n'est pas nécessairement concerné par ça parce que euh, en gros, la seconde épreuve cette année, c'est 182 millions. On la dépasse un tout petit peu, en sachant que les front office ont un peu de marge. Ils ont des manières de lâcher du salaire pour gagner quelques millions tous les ans. Pour l'instant, on dépasse. Je pense qu'on va pas finir la saison en la dépassant parce qu'on a un front office intelligent et si on peut trouver des moyens de pas se mettre dans cette situation-là, c'est quand même pas mal. Donc, dans l'idée, c'est pas nécessairement du all-in et par rapport à l'ancien CBA, ça change pas grand-chose. Je pense que la décision n'a pas été faite que par rapport à ça. Alors, en revanche, c'est sûr, c'est que là, tous ces joueurs, on ne pourra pas les garder. On ne pourra pas garder à la fois Jrue Holiday, à la fois Kristaps Porzingis, à la fois Derrick White, tout en ayant encore les deux contrats de Jason Tatum et Jaylen Brown. Jaylen Brown, on en reviendra tout à l'heure. Jason Tatum, il est éligible à une extension à la fin de cette année. Il me semble, oui, à la fin de cette année, qui sera donc la même forme d'extension que celle que Jaylen Brown a signée, qui sera donc 35% du cap maximum. On ne pourra pas avoir 4 contrats de cette taille-là, cette ampleur-là dans l'effectif. Donc là, c'est en gros une fenêtre de 2 ans. On dit on dépense tout ce qu'on peut dépenser. On construit les rosters de cette manière-là, avec ces salaires-là. Et si au bout de ces 2 ans, on n'a pas ce qu'on veut, c'est-à-dire un titre, hein, c'est bien sûr pour ça qu'on fait tout ça. Là, derrière, il faudra voir, il faudra peut-être faire un choix. Si Jrue Holiday est plus là parce que son contrat lui finit en 2025, est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'on l'étend? Est-ce qu'on garde Porzingis ou Derrick White? Enfin, est-ce qu'on trade Jaylen Brown, hein? C'est une possibilité absolue. Quand on voit le contrat, si on n'a toujours pas gagné de titre, bon, là, à ce moment-là, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est peut-être le moment. Donc, pour te répondre, dans l'idée, c'est pas ça, le nouveau CBA n'a pas tout changé, mais ça va changer dans la fenêtre de 2 ans, les décisions qui vont être prises par l'équipe dans un futur Sachant assez que, proche, quand même. je voulais juste faire une petite précision parce que j'ai déjà vu plusieurs personnes parfois confondre la date à laquelle un joueur signe son extension et la date à laquelle ce nouveau contrat entre en vigueur, on va dire. Très souvent, enfin par exemple là, sur l'extension de Jaylen Brown, il l'a signé cet été, mais sur sa saison 2023-2024, il sera encore sur sa dernière année de contrat de son contrat précédent. Donc son gros contrat à 50 millions l'année, ce sera à partir de 2024-25. C'est important, pourquoi? Parce que, tu l'as dit, Jrue Holiday et Porzingis ont, eux, 2 ans de contrat et en fait, la fin de leur contrat à eux deux colle parfaitement avec le début de l'extension de Jason Tatum s'il signe son extension l'été prochain. Donc ce qu'on appelle son supermax, débutera dans la saison, si je dis pas de bêtises, du coup 2025-2026 donc et ce sera donc la saison, où Jrue Holiday et Porzingis, eux, seront en fin de contrat
Donc à voir après si on les laisse partir, s'il y a une prolongation entre-temps, etc. Mais voilà, c'était juste pour préciser ce petit détail. Juste, Porzingis sera toujours sur contrat en 2025-2026. On a une extension de 2 ans, il a 30 millions par an, Ah, je croyais 24-25 qu'elle et commençait cette année. 25-26. Ok, donc c'est... Donc, non, non, cette année, il a Ah oui, c'est 36 ça. millions. C'est son Ok. ancien contrat qu'il avait signé Mhm. à Dallas, de mémoire. Et là, donc, il a l'extension qu'il a signée en arrivant, c'est 2 ans, donc Ok, 2024-2025 parfait. et Bon. 2025-2026. Mais c'est ça, l'idée, c'est que Tatum, il renoncera à sa player option de 2025-2026 pour pouvoir signer une extension où il gagnera beaucoup plus d'argent sur cette année-là et qui Ça étendra à marche. 5 ans maximum. Est-ce Voilà. que... Alors, je voulais juste... On va faire un petit retour en arrière. Alors, c'est pas top pour la compréhension globale du podcast, mais je pense que c'est important. Elias, tu nous as fait un topo sur la première apron, et après, tu nous as parlé vite fait de la seconde apron. Est-ce que... et alors, Elias ou Vincent, peu importe, celui qui veut se lancer, peut nous parler un peu plus en détail de la seconde apron, de ce que c'est et de ce que ça implique pour les franchises qui entreraient dans cette seconde limite, on va dire. Vas-y. Moi, j'y vais si tu veux, oui. Donc, globalement, de toute façon, ça va nous concerner cette seconde apprendre parce qu'on va flirter avec. Donc, il y a des pénalités pour la première apprendre, des pénalités pour la seconde apprendre. Donc, la seconde apprendre, on nous rajoute des pénalités potentielles. Et notamment, vraiment, ce nouveau ciblé, c'est vraiment, il y a les pénalités financières. Bon, ça c'est pas que ça ne concerne pas trop, mais c'est les proprios qui payent de toute manière, donc c'est pas nos sous. Par contre, tout ce qui est pénalité pour limiter la facilité de construction de roster, ça c'est super important. Donc, tout à l'heure, Elias, il en parlait sur le premier apron. Quand on dépasse le premier apron, donc pour 2023-2024, pardon, ça va être 172 millions. Donc, nous, on va être au-dessus. Déjà, ça, c'est sûr. Et tu le disais aussi, le second apron à 182,5, on va flirter avec, plus ou moins, ça, on verra bien. Donc, c'est vrai que quand on dépasse le premier apron, on ne peut pas acquérir de joueurs via signing trade. On ne peut pas participer au marché des buyouts si le joueur avait un contrat supérieur à 12 millions à la MLE, à la mid-level exception. Donc le fameux marché des buyouts là, avant la trade deadline, ou même après d'ailleurs, ça serait pas trop pour nous. Et sur des trades, sur des échanges de joueurs, on ne pourrait pas recevoir plus de salaire qu'on en envoie. Donc on est obligé de scrupuleusement aligner les salaires, alors qu'en temps normal, il y a des petites marges de manœuvre. Là, sur le dernier trade de Jrue Holiday, on a envoyé un petit peu moins que ce qu'on a reçu. C'est toléré, il y a des normes de tolérance. Si on dépasse le second apron, on n'a pas accès à notre taxpayer mid-level exception, donc on ne peut pas recruter de joueurs au-dessus du minimum vétéran. Et à partir de la fin de saison 2023-2024, il y aura encore de nouvelles pénalités qui vont se mettre en place. On ne pourra plus utiliser de trade player exception qui ont été acquises la saison précédente. Et on sait que nous, on est des spécialistes des TPE à Boston depuis quelques années. Ouais, juste une petite précision pour ça, Ouais. parce que même moi j'ai eu du mal à comprendre en lisant, donc c'est important. Les traded player exception, donc on en avait acquéri avec d'abord Gordon Hayward, Fournier, tout ça, tout ce mélange qu'on avait fait. Dans le CBA, ça dure 365 jours. Au jour qu'on a acquéri, il est utilisable pendant 365 jours, donc une année entière. Et là, ce que tu dis, donc juste pour qu'on comprenne bien, ça veut dire que par exemple, si on a trade quelqu'un, Grant Williams par exemple, on a une trade, ça devait être en courant juin-juillet peut-être, je me souviens plus exactement, mais théoriquement celle-là on y a accès pendant un an entier. Si on est dans la second apron, on y a accès que jusqu'à la fin de saison. Et D'accord. donc en fait c'est plus un an, c'est vraiment on a quelques mois pour l'utiliser et donc ça nous laisse une beaucoup plus petite flexibilité la off-season d'après parce qu'on peut plus utiliser ces choses-là quoi. Et en général on ne la réutilise pas immédiatement la TPE et donc c'est là que ça devient important. Je précisais comme ça. Et du coup, la dernière que j'avais notée, mais c'est qu'on on pourra plus envoyer de cash dans des trades, mais ça c'est pareil, c'est très 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 technique. Et effectivement, après, on ne pourra plus trader nos first round picks. Donc tu en avais parlé de 7 ans plus tard. Et dans le cas où des équipes sont au-dessus de ce fameux second apron 3 saisons sur 5,
il y aura un first round pick qui sera directement envoyé en fin de premier tour. Donc, globalement, ça peut faire peur aux franchises qui voudraient se mettre à reconstruire plus tard. Et ben, si elles ont trop dépensé pendant un laps de temps là, sur 5 saisons, si elles ont beaucoup trop dépensé, on pourrait envoyer directement leur pick en fin de premier tour. Tout ça, c'est extrêmement technique, ça reste assez compliqué. Pour moi, ce qu'il faut retenir vraiment, c'est que du coup, la marge de manœuvre pour les équipes fortement dépensières, donc on peut en faire partie, ben, elle est super réduite, quoi, en fait, tout simplement. Et du coup, Steven, il en a parlé là au Media Day, justement, voilà, il a dit qu'il savait qu'ils étaient très limites avec les finances, mais qu'ils avaient quand même décidé de faire le trade parce qu'ils considéraient que c'est quand même ce que valait un Jrue Holiday. Donc on viendra pas dessus aujourd'hui, mais voilà, globalement, ils ont conscience de ça, ils ont conscience que ça peut les limiter pour améliorer le roster s'il y a besoin en cours de saison, des choses comme ça. Mais les équipes peuvent quand même dépasser ces limites. C'est juste, on leur dit, par contre, vous aurez plus aucune aide pour améliorer encore l'effectif encore un peu plus. Ça sera pas à volonté, comme voilà, comme t'en parlais, les Warriors ou les Clippers, ils ont un peu, c'était un peu nos limites pendant quelques années. Du moment que le proprio, il voulait bien payer les sous, payer la luxury tax, des sommes faramineuses. Ils pouvaient y aller. Maintenant, ça va être beaucoup plus compliqué. On va limiter les équipes à tout ça. Voilà, donc juste pour finir un peu cette question de est-ce que ça nous impacte, est-ce que ça nous concerne vraiment, véritablement. Comme je l'ai dit, pour l'instant, on est dans la seconde prod, on est à peu près dedans, ça dépend des estimations, c'est dur à dire en début de saison, c'est plus en courant de saison qu'on verra ça. Mon opinion personnelle, c'est que si on estime que l'équipe joue le titre vraiment, véritablement, pleinement, est en capacité de gagner le titre NBA, et on n'est pas là en train de parler de basket, enfin directement de jeu, mais moi, mon opinion, c'est que l'équipe qui a été montée est assez bonne pour gagner le titre NBA. Pour moi, ça devrait pas être un frein absolu. Ce truc, c'est pas impossible de le dépasser, et ça va pas nous ruiner le futur de la franchise de toute façon. Financièrement, au niveau des assets, tout ça, tous les picks qu'on a envoyés, tous les joueurs qu'on a échangés, niveau affectif, hein, moi je le dis, on a envoyé Smart et Rob Williams dans la même off-season. Là, c'est vraiment, faut gagner un titre. Voilà, on est là pour ça. Donc, dans cette optique-là, pour moi, si ça veut dire se faire pénaliser par ces nouvelles règles, elles sont pas non plus catastrophiques. Enfin, il y a quelques règles qui sont un peu difficiles, mais on a notre corps de 5-6 joueurs très bons. Après, on peut s'en sortir pour recruter des joueurs qui peuvent suffire, comme on l'a fait cette off-season, hein, des joueurs de 7e, 8e, 9e place dans la rotation qui peuvent être largement corrects. Moi, mon opinion personnelle, c'est que, comme Tito en demandait, je pense pas que ça va complètement impacter la manière dont on construit le roster, et on réfléchit à la construction du roster, parce qu'en fait, si on gagne le titre, on gagne le titre, et tout le monde s'en foutra d'avoir un pic dans cette engelée, ou que notre pic en 2027 il soit 30e. Enfin, Alors c'est voilà quoi. c'est parfait que tu aies abordé, enfin que tu aies fini là-dessus, parce que alors au début je voulais qu'on parle de Jaylen Brown, mais du coup on le fera après, enfin du contrat de Jaylen Brown. Mais du coup on va rester sur les Celtics, et on va parler un peu de futur, même si on sait que le futur en NBA c'est 2 ans maximum. Mais du coup, avec ces nouvelles règles que vous avez énoncées, avec les mouvements qu'a fait Brad Stevens à l'intersaison, euh, en fait, moi, ce que je me demande, c'est les options encore à disposition. Tu l'as dit, c'est pas impossible de bouger et de s'améliorer. C'est plus compliqué, mais c'est pas impossible. Mais on est quand même dans un contexte assez particulier, là où, d'un côté, on a nos 2 stars qui sont encore relativement jeunes. Donc, on pourrait se dire qu'on n'est pas dans un win now absolu, comme peuvent l'être des équipes comme, je sais pas, les Warriors ou même les Bucks. Mais d'un autre côté, on sait qu'en NBA, tout va très vite, et que visiblement, là, vu les mouvements qui ont été faits, on semble être sur une fenêtre de titre, comme tu l'as dit, Elias, au début, pour les 2 prochaines saisons. Donc, alors moi, j'ai mon avis là-dessus, on en a déjà parlé évidemment en off, mais j'aimerais bien vous entendre sur ces questions-là. Est-ce que ça veut dire que c'est maintenant ou rien? Ou est-ce que si jamais, sur les 2 prochaines saisons, malgré les moves qu'on a faits, il y a toujours pas de titre, est-ce qu'on a des options pour s'améliorer? Est-ce que c'est du, alors, ça désolé pour l'anglicisme, mais du, retooling quoi, réoutillage, voilà, si on le doit dire en français, Outillage. autour de Tatum? Est-ce que c'est explosion de roster, on garde que Tatum et on reconstruit tout? Est-ce que enfin,
Voilà. Est-ce que pour vous, c'est le titre ou rien? J'y vais si tu veux. Vas-y, je t'en prie. Oui, donc moi, la fenêtre de 2 ans, je suis à fond comme vous. D'abord, je pense à Horford, qui est un peu une des clés de voûte de notre roster depuis longtemps, même malgré 1 an et demi d'absence ou 2 ans d'absence. Mais voilà, c'est sa dernière croisade, entre guillemets, à l'ami Horford. Donc clairement, c'est les 2 ans où il est encore compétitif. Là, on vient de dépenser beaucoup pour un joueur de 33 ans. Donc ça va l'amener à 35-36. Donc pareil, là on est sur ces dernières années à très 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 haut niveau. Et on a tradé pour un pivot qui est quand même souvent blessé, donc qui est plus jeune, mais bon, on n'a pas vraiment de certitude. Donc la fenêtre des 2 ans, je suis complètement d'accord avec toi. Cette fenêtre des 2 ans, elle correspond aussi, vous en avez parlé tout à l'heure, à la future prolongation extension de Jason Tatum. Et ça, pour moi, c'est capital parce que c'est le centre de tout ton projet. C'est-à-dire qu'éventuellement, si tu mets pas tout en œuvre pour essayer d'être hyper compétitif pendant ces 2 ans, tu pourrais craindre qu'il ait envie d'aller voir ailleurs. Ce serait vraiment le pire des cas. Donc vraiment, là, tu lui dis, OK, on t'a fait venir des mecs énormes, avec d'expérience. Un joueur lié, il est déjà champion, il connaît le chemin. Donc, on met tout en œuvre pour pas qu'il y ait de questions à se poser, que lui, il prolonge pour ses 5 ans. Et donc, tu te retrouveras à minima sous contrat avec ton Tatum, ton Brown, avec tous les soucis que ça peut entraîner, notamment des contrats monstrueux. Mais au moins, tu as ce score-là. Donc, de cette base, même si ça n'a pas marché, derrière, tu parles de retooling. Moi, ce que je trouve très intéressant avec Stevens et son travail, et enfin, le front office en règle générale, c'est que malgré les 2 transferts de l'intersaison, on a toujours nos pics de draft. Et je pense que les pics de draft, c'est toujours ce qui te permet de bouger. Ça te permet de bouger des gros contrats, ça te permet de splitter un gros contrat en 2 bons joueurs ou des choses comme ça. Et donc, juste, il faut savoir, on a toujours notre pic de draft 2024, 2025, 2026, 2027. Et en 2028, on aura ou le nôtre ou celui de San Antonio. Et on a une palanquée de pics de draft du second tour. Donc en fait, globalement, il nous reste un petit peu de flexibilité. Elle n'est pas financière, mais elle est au niveau des assets. Je considère quand même que les contrats qu'on a récupérés ils sont beaucoup moins bons que ce qu'on avait. Avant, on avait plein de contrats là, entre 12 et 20 millions qui sont des contrats super faciles à bouger et souvent très, très valuable dans la NBA. Donc là, clairement, on a un roster qui se dessine autour de 4 très gros contrats au-dessus de 30 millions. Les Jays, Jrue Holiday et Porzingis. Un White à 20 millions, Horford à 10 et le reste c'est du contrat rookie ou du minimum vétéran. Donc vraiment, c'est un roster qui est très polarisé au niveau de ses finances. Donc certainement moins parfait que ce qu'on avait jusqu'à présent. Mais malgré tout, avec les assets qui restent, et on a vu que Stevens, il savait les faire fructifier, hein, transformer un premier tour en plein de second tour et tout. Ça, il sait faire. Donc globalement, il nous reste de quoi bouger. C'est-à-dire que vraiment, on a cette fenêtre de 2 ans, et on verra hein, si ça marche pas du tout pendant la saison. Il n'est pas interdit qu'il rebouge pendant la saison si vraiment ça prend pas du tout. Mais voilà, il a cette fenêtre de 2 ans avec un groupe, j'imagine, quand même hyper compétitif. Et si ça n'a pas marché, ben oui, clairement, on tournera une page, mais on aura sous contrat nos 2 meilleurs joueurs. Donc après, qu'il y ait des transferts d'un Brown ou pas, déjà sous contrat, tu as tes meilleurs joueurs. Je pense que c'est toujours le plus important en NBA, c'est perdre les mecs pour rien. Je pense que c'est vraiment le pire, vu quand même on est sur une ligue où la construction des équipes, elle se fait aussi avec ce qu'on a à proposer en échange. Vu qu'on échange les choses, ou qu'après on a des pics de draft, on a quand même ces différents moyens. Et nous, sur des équipes très dépensières, on ne passera très rarement par la case free agency. On n'aura jamais de cap space en fait. Donc vraiment, nos améliorations de roster, elles passent ou par des transferts, des échanges avec d'autres équipes, ou par des pics de draft. Éventuellement en draftant très bien. Et ça, faut avoir le bon front office qui fait les bons choix également. Donc ouais, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à cette période, moi je pense que c'est totalement du win now sur les 2 prochaines années. J'ai du mal à voir cette équipe, ce roster construit de cette manière autour de Jason Tatum et Jaylen Brown, si on gagne pas dans les 2 années qui viennent. Alors je dis c'est très dur de gagner un titre, hein, mais j'ai du mal à le voir continuer en fait dans cette philosophie de construction d'équipe, sachant ce que coûte Jaylen Brown et Jason Tatum à deux. Moi, je pense honnêtement que si en 2024-2025, on n'a toujours pas gagné de titre NBA, je pense que tout le monde sauf Jason Tatum et peut-être Derrick White se font
échanger. Je pense que Jaylen Brown, d'un accord mutuel commun entre les Celtics, les fans des Celtics, Jaylen Brown, peut-être même Jason Tatum, tout le monde se mettra d'accord pour dire que c'est temps d'aller voir ailleurs et de trouver un contrat échangeable ou plusieurs contrats échangeables en échange de Jaylen Brown. On y reviendra plus tard. Moi, je pense pas que le contrat sera si difficile que ça à échanger parce que c'est quand même un profil assez rare et assez important. Donc, pour répondre clairement à la question, oui, je pense qu'on est sur une fenêtre de 2 ans. Je suis totalement d'accord avec l'argument à Horford qui est sur là. C'est clairement ces dernières années à un niveau où il peut prétendre être compétitif en playoff. En ce qu'on espère, hein, on croise les doigts, je ne peux même pas l'assurer. Mais il a quand même bien tenu la saison précédente, donc on imagine que ça ira cette année. Donc, ouais, là, tous les ajouts de cette équipe sont dans cette philosophie-là. Le seul argument contre, ce serait Joe Mazzulla, qui est quand même un très jeune coach, mais c'est plus de la situation que du choix. C'est comme ça, on fait avec. Je pense que si on avait un plan construit depuis plusieurs années avec cette vision en tête de ce roster-là, à ce moment-là, on aurait trouvé un coach un peu plus vétéran et un peu mieux construit pour amener ce roster à un titre, mais on fait avec ce qu'on a. Et là, je pense que clairement, c'est cette idée de cette fenêtre-là, cette année et Ok, donc l'année bon, prochaine. globalement, on est tous d'accord. De toute façon, on en avait parlé un peu en off ensemble, et c'est vrai que je pense que les moves ont été faits dans ce sens-là, qu'en gros, là, on a une fenêtre de 2 ans, et après, de toute façon, je pense que tant que tu as Jason Tatum dans ton roster, tu seras toujours un minimum compétitif, donc après, tu réoutilles autour de lui, si on veut parler bon français. Les gars, je vous propose maintenant d'aborder un sujet assez épineux que Elias a doucement évoqué, le cas de Jaylen Brown. Alors, on n'est pas là pour dire s'il mérite son contrat ou pas. On va pas parler directement de son jeu. On l'a déjà fait dans un précédent épisode, un épisode focus sur lui, que je vous invite à aller écouter si vous ne l'avez pas fait. Là, on va aborder le contrat de Jaylen Brown avec vraiment l'angle purement financier, on va dire à la place du GM. C'est-à-dire qu'en tant que GM, pourquoi on lui donne ce contrat? Quel impact ça a? Ça va avoir sur, comme on l'a dit, sur la construction de l'effectif. Est-ce que c'est un contrat qui est vraiment intransférable, comme on a pu le lire un peu à droite à gauche depuis sa signature? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un joueur qu'on pourra transférer assez facilement sans trop perdre de valeur? Un peu ce que Elias t'avais sous-entendu, et d'ailleurs je te rejoins là-dessus, mais on en parlera. Donc voilà, je ne sais pas qui veut se lancer sur ce point et le cas Jaylen Brown. Vincent, alors je précise juste avant, pour qu'on sache de quoi on parle. Donc Jaylen Brown signe un contrat de alors voilà, je voulais vous le dire, mais je ne l'ai pas sous les yeux. 200. 188. Parfait, voilà. Heureusement que tu es là, c'est pour ça que que je t'ai C'est invité sur payé. cet épisode. Vas-y, donc du coup, voilà, donc 288 sur 5 ans, et donc on entend beaucoup parler de Supermax, etc. Et en fait, c'est juste l'extension classique, on va Ouais. dire, pour un joueur avec son expérience, c'est ce qu'ils appellent la designated player vétéran, ou un truc Vétéran. comme ça. Ouais, c'est ça. Extension. Donc il représente 35% du cap la première année. Donc lui, sa première année, on l'a dit tout à l'heure, ce sera 2024-2025. Et ensuite, augmentation de 8% tous les ans. Ce qui, petite subtilité, ce qui ne veut pas dire que chaque année, son salaire représentera 35% du cap. Puisque son salaire va augmenter de 8% par an, mais si le cap augmente de plus de 8% par an, alors son salaire, lui, la masse que représentera son salaire dans notre masse salariale, le pourcentage, lui, diminuera toujours un petit peu d'année en année si, évidemment, le cap augmente de plus de 8% par an. Vincent, je te lance, vas-y, Ouais. sur Jaylen Brown. Donc effectivement, tu as raison, c'est le fameux 35% du cap. Donc effectivement, ça représentera 35% du cap en 2024-25. Et après, effectivement, on part sur une augmentation annuelle de 8%. Et les projections, vu que la NBA gagne toujours plus d'argent, elles seraient d'une augmentation de 10% annuelle du cap. Donc oui, effectivement, tu l'as dit, hein, ce fameux contrat, il représentera d'année en année de moins en moins de place dans le cap. Donc voilà. T'as dit qu'on allait se mettre à la place du GM, et moi je rêve d'être Brad Stevens, donc ça tombe bien.
Euh, C'est-à-dire que je suis Brad Stevens, j'ai mon deuxième meilleur joueur qui est éligible à une extension Supermax parce qu'il a été élu dans une All-NBA Team cette année. C'est pour ça qu'il y a droit, hein, parce que sinon, s'il n'avait pas eu cette élection dans la All-NBA, ça aurait été un petit peu moins, ça aurait été que 30% du cap de souvenir. Mais c'est ces performances sportives, quoi qu'on en pense, qui donnent accès à cette augmentation, à ce salaire-là, cette possibilité d'avoir ce salaire-là. Et donc, il reste un an de contrat à Jaylen Brown. Et j'arrive à l'intersaison et j'ai mon Jaylen Brown qui me demande le contrat max dont il est éligible. Si on est Brad Stevens, on va essayer éventuellement de négocier un peu. Mais les risques, c'est quoi? Si j'ai mon joueur qui se braque, qui finalement refuse une extension ou des choses comme ça, on se retrouve à le faire jouer une année en fin de contrat, en fin de saison, avec la possibilité de le voir arriver sur la free agency où des équipes lui proposeront un énorme contrat. Je sais pas si je pense pas qu'elle pourrait autant parce qu'il y a des possibilités pour l'équipe qui l'a drafté toujours de donner plus. Mais voilà, possibilité de donner un énorme contrat et du coup de le perdre contre rien. Et pour moi, je disais tout à l'heure avec Tatum, c'est le pire qui puisse arriver. Tu perds un Jaylen Brown contre rien. Pour moi, c'est catastrophique d'un point de vue construction de roster parce que tu récupères pas de cap space parce que tu es largement au-dessus justement de la limite de cap. Donc en fait, le Brad Stevens, entre guillemets, il a un peu bloqué quelque part. Il a un peu coincé. Alors, oui, les montants sont énormes. On l'a dit, le montant total, il m'intéresse peu. C'est sur 5 ans, c'est beaucoup d'années. Ce qui est intéressant, tu l'as dit, c'est les pourcentages du cap. Et donc, voilà. Mais donc, voilà, d'un point de vue GM, on était un peu bloqué. On était contraint de le re-signer quelque part. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres solutions. C'est pour ça que parler de bon contrat, mauvais contrat, entre guillemets, il n'y avait pas beaucoup de solutions autres à mon avis. Donc c'est aussi pour ça que quand il y a eu la signature, pour moi, entre guillemets, elle m'a fait entre guillemets ni chaud ni froid, dans le sens où je considérais de longue date que Brad Stevens s'était bloqué. S'il ne voulait pas le payer autant, s'il considérait que ce joueur-là ne les méritait pas, il aurait dû le transférer avant. Dans ce cas-là, l'erreur, si on considère que vraiment c'est un mauvais contrat, c'est qu'il aurait fallu le transférer avant. Dans la mesure où tu veux le garder avec toi, tu veux le garder en confiance, tu veux le garder, j'allais dire heureux, avec le sentiment d'être reconnu à sa juste valeur. On sait que ça marche beaucoup comme ça dans les équipes NBA aux États-Unis. Tu es obligé de t'aligner sur cette offre-là. Voilà, d'un point de vue GM, ce que j'en pense. Mais c'est vrai que, alors c'est important de le préciser aussi, tu as parlé de pourcentage et je pense que c'est important de parler de pourcentage, parce qu'on parle souvent évidemment des chiffres du, fameux, 50-60 millions l'année, etc. Mais, faut savoir que justement avec l'augmentation, du cap, en fait c'est le principe de l'inflation, hein, on n'invente rien, mais forcément un joueur qui gagne 50 millions cette année, ça nous paraît beaucoup, mais en fait, c'est qu'une question de temps avant qu'un joueur signe un contrat, à 60-70 millions l'année, voire, 80 millions l'année, en fait. C'est juste parce que, bah, le cap augmente, donc forcément 35 de quelque chose qui augmente va être de plus en plus gros. Donc c'est important de parler en termes de pourcentage, et c'est pour ça que, bah, c'est ce qu'on disait d'ailleurs, on en parlait en off ensemble, les 49 millions, on va dire 50 millions de sa première année nous font plus peur que, les 65 millions de sa dernière année. Voilà. Même si c'est 15 millions de plus. C'est juste que d'après les estimations, on n'a pas de chiffre exact du cap encore, mais d'après les estimations, bah, la première année, elle vaudra 35 du cap, alors que la dernière vaudra à peu près, pour l'instant les estimations sont à un peu plus de 31. Donc techniquement, tu gagnes 4 de cap en plus. J'ai une dernière petite précision là de mon côté. On parle de 35% du cap. On a dit tout à l'heure que Jason Tatum, il allait avoir 35% du cap aussi, hein, avec un an de décalage ou 2 ans de décalage. Tout de suite, on pense à 70% du cap à eux deux. On a parlé tout à l'heure des équipes qui dépassent ce fameux seuil de cap, justement, de salary cap. Quand on est très dépensier comme Boston l'est en ce moment, faut savoir que les doses où on est, c'est plutôt 130% du cap que 100%. Je veux en dire que si on considère que nos deux joueurs principaux ils ont 70% du cap, il ne nous reste pas que 30% à dépenser. Vu que ça dépasse
ça dépasse ce montant-là. C'est un peu confus ce que je dis, mais faut avoir conscience qu'on va pas donner que des salaires minimums à côté. Ça, c'est compliqué. Si ces deux joueurs-là sont sous ces gros contrats-là, c'est compliqué de faire un roster compétitif autour. Mais voilà, faut pas penser qu'on aura que des salaires au minimum. Il y aura toujours un ou deux contrats médians à côté, et voilà. C'est assez important. Il faut savoir que par exemple cette année, on dépense pas 100% du cap, on doit être à 130 environ. Voilà. Ça marche. Elias, toi, ton avis sur Jaylen Brown, sur son contrat, pour toi, c'était un peu ce qu'il fallait faire aussi, et c'est pas si Ah, intransférable. c'est absolument ce qu'il fallait faire. Je pense que ce que Vincent a dit, c'est absolument, enfin, c'est ce que je pense absolument, c'est ce qu'on en avait pas mal parlé, nous, en off, parce que certaines réactions avaient été un peu abusées, je trouve, certains un peu dramatiques, dont Hugo, je lui fais un grand coucou, lui, il savait très bien, hein, qu'on n'avait pas le choix, tout le monde est d'accord sur ça, mais ça restait émotionnel de voir autant d'argent donné à Jaylen Brown alors qu'il sait pas dribbler à la main gauche. C'est la blague habituelle. Mais oui, il y avait absolument aucun choix. Comme Vincent l'a dit, on pouvait pas le transférer parce que si tu le transfères, il peut pas signer le même contrat qu'avec nous. Donc il a pas envie d'être transféré, tout simplement, hein. C'est aussi simple que ça. On peut pas le laisser expirer son contrat parce qu'après, bah, il est agent libre. Il va pas vouloir re-signer avec nous parce que c'est logique. Et puis, on n'a pas, comme Vincent l'a dit, on n'a pas de cap space parce qu'on est bien au-delà des limites. Donc, c'est pas les 25 millions, 28 millions en moins de son contrat qui vont faire qu'on a du cap space. Et puis, en plus, hein, si on en avait, franchement, il n'y a aucun joueur qui a le niveau de Jaylen Brown free agent l'année prochaine. Donc, de toute façon, ça, c'est même pas un argument. Et puis, juste en termes de construction d'équipe, en termes de logique, les règles sont faites pour ça. Les règles sont faites pour que les équipes qui ont drafté un joueur qui s'est amélioré, qui devient un joueur niveau, on peut faire les blagues top 15, top 20, top 30, je sais pas, mais bref, le but c'est de pouvoir le garder, et grâce à ces règles en place, on peut le garder sur un contrat qui est certes gigantesque, mais on l'a sous contrat pendant 6 ans encore là actuellement. Donc moi je sais pas, hein, ça se trouve Jaylen Brown dans 2 ans c'est Michael Jordan, hein, tu vois. On C'est en tout le sait mal rien. qu'on lui souhaite. Donc c'est absolument, c'est très drôle à dire comme ça, mais voilà, on en a vu, hein, des joueurs qui passent de très bons à très 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 bons. Ça arrive, hein, c'est pas complètement impossible. Et puis moi, je pense que ce contrat ne sera pas intransférable dans 2 ans. Peut-être qu'il n'aura pas une valeur absolue et on n'aura pas 4 first round, des swaps et un super jeune joueur en échange. Je dis pas qu'on aura ça. En revanche, je pense que c'est pas impossible qu'on puisse avoir 2 contrats moyens très bons, un pick ou un joueur pas mal en échange de ce contrat. Parce que Jaylen Brown, c'est un profil. Des équipes contenders qui ont besoin, qui ont des contrats échangés en échange de ça, parce que les gens vont se jeter dessus. Là, on pense au Damian Lillard, au Zach LaVine qui ont un peu de valeur et tout. Ce genre de joueurs, c'est rare que ce soit sur le marché. Et donc, en 2026, 2027, 2027, 2028, quand ce sera Orlando, San Antonio et OKC qui vont vouloir gagner le titre, parce que ça va être ça, hein, la NBA, c'est un cycle et ce sera comme ça. Je pense que Orlando pourra utiliser Jaylen Brown. Je pense que San Antonio pourra utiliser Jaylen Brown. Donc, tu vois, pour moi, ce contrat sera largement transférable. Il faut le voir en pourcentage, comme vous l'avez dit, hein. Je répète un peu, mais les estimations par rapport aux premières estimations de l'augmentation du cap, c'est que donc en 2024-2025, ce sera 35% du cap, donc prévu à 142 millions de dollars. Ensuite, 2025-2026, ça tombera donc 34% du cap. Ensuite 33, ensuite 32, ensuite 31. Donc au final, la dernière année de contrat 2028-2029, ce sera entre guillemets plus que 31% du cap. Donc certes un gros chiffre, mais avec l'évolution du cap, ça fait que le contrat perd en masse. Ça ne veut pas dire grand-chose parce que ça ne va pas nous permettre d'avoir une flexibilité plus grande parce que de toute façon, dans ces sommes, on dépasse tout ce qu'on peut faire est déjà fait, et derrière, on ne peut plus ajouter un joueur grâce à ça. Mais c'est pas si dramatique que ça que de payer un joueur, et de toute façon, tant mieux qu'il soit payé. Moi, j'ai envie de dire, Jaylen Brown, je l'apprécie. Il m'énerve certaines fois, mais j'aime bien le voir jouer, j'aime bien la personne. Tant mieux pour lui, quoi. Je suis content qu'il gagne autant d'argent que ça, que les propriétaires lui donnent autant d'argent Ouais, que ça, c'est je très suis, bien. je suis plutôt d'accord avec toi. De toute façon, enfin, moi, c'est ce que j'avais dit déjà quand il avait signé son extension, c'est que faut pas oublier que c'est un joueur qui a que 26 ans encore. Et du coup, quand il arrivera dans la zone où on voudra le trader, si jamais on veut le trader, c'est-à-dire, on l'a dit, hein, d'ici 2-3 saisons,
il aura 29 ans, c'est-à-dire en plein dans son prime physique. Enfin, il n'y a pas de raison qu'à 29 ans, il ait régressé physiquement. Il lui restera encore au moins 3 ou 4 bonnes années dans les jambes minimum. Donc, il y a pas ce côté, oui, mais dans 3 ans, il sera vieux. Enfin, au contraire, dans 3 ans, il sera dans son prime, sous contrat pendant encore 2 ou 3 saisons. Comme tu l'as dit, avec un contrat qui représentera même plus 35 du cap. Donc en fait, je vois pas les indications qui montreraient que, il aurait vraiment une faible valeur. Sauf si vraiment il y a, un une régression totale, dans son jeu. Mais je pense que c'est un peu le revers de la médaille de Jalen Brown. D'un côté, il a des défauts où on voit que, encore une fois, je veux pas trop m'attarder sur le basket parce qu'on en a déjà parlé, mais où on voit qu'il fait pas trop de progrès. Mais d'un autre côté, toutes les qualités qu'il a, qui sont de sa qualité athlétique, etc., sont des choses, même son côté un peu capable de pull-up et de rentrer des tirs compliqués, même s'il en prend trop. C'est des choses sur lesquelles il a montré aucune régression, donc c'est plutôt positif. Moi, j'ai une théorie là-dessus en plus. Je crois que je vous en ai déjà parlé sur le fait que faut pas oublier que le contrat de Jalen Brown, il est gros parce que c'est le premier joueur à signer une extension, donc ce contrat à 35%, depuis l'augmentation du cap. Mais il faut pas oublier, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'une question de temps avant que quelqu'un d'autre reprenne ce trophée un peu de plus gros salaire en fait. À commencer par Tatum dans 1 an. Il y a du Siakam aussi qui peut potentiellement être éligible si je dis pas de bêtises. Enfin voilà, ce genre de joueur-là. Et en plus, comme tu l'as dit, Elias, Jalen Brown, il a ce contrat parce que ou je crois que c'est Vincent qui l'a dit, parce que il avait été il a été nommé dans une All NBA team. Et chose qu'on n'a pas précisé, mais avec le nouveau CBA, il y a aussi des histoires maintenant de places pour participer, pour être éligible au All NBA. Il faut avoir fait un certain nombre de matchs. C'est pour éviter que 64. 64, voilà. Donc c'est pour éviter que des joueurs qui aient été trop souvent blessés puissent être éligibles au All NBA Team. Et en fait, moi, ma théorie, c'est que avec ces nouvelles règles, il y a chaque année des joueurs qui sont, on le sait, des All NBA Team, sont des joueurs qui ont vraiment le niveau All NBA Team, des gars comme Joel Embiid, comme Kevin Durant, comme Anthony Davis, qui du coup ne seront pas éligibles au All NBA Team parce que à cause de blessures, ils n'auront pas forcément joué 64 matchs. Et donc ça va libérer des places, des spots dans les All NBA Team pour des joueurs qui, en théorie, ne sont pas censés être dans des All NBA Team. Et donc vont devenir éligibles à des extensions s'ils réunissent tous les critères, à savoir être dans l'équipe qui t'a drafté, etc. Donc voilà, c'était juste pour dire que le contrat de Jalen Brown, qui a fait grincer beaucoup de dents, en fait, c'est qu'une question de temps avant qu'on en voit beaucoup d'autres apparaître et que du coup, finalement, celui de Jalen Brown soit un peu noyé dans la masse, si je peux me permettre de parler ainsi. Les gars, je sais pas si vous voulez rajouter un truc, vous, sur Jalen Brown, sur son contrat ou Ouais. sur autre chose d'ailleurs. Ouais, Ah ouais, vas-y. moi je voulais une petite phrase. Juste dire que moi aussi j'aime Jalen Brown. Comme ça, on aura entendu beaucoup de bien ce soir dans notre podcast sur Jalen Brown et ça fait du bien. C'est vrai. Et du coup, je vais le dire aussi. On t'aime, Non, mais Julie. non, mais en plus, c'est vrai on a vu pas mal de messages comme quoi on était très dur. On a lu et entendu comme quoi voilà, la fanbase des Celtics serait très dure avec Jalen Brown. À tort ou à raison, chacun se fait son avis de toute façon, hein. On n'a jamais prétendu détenir la vérité absolue. Mais c'est vrai que Jalen Brown est, à défaut d'être un joueur de basket parfait, est une personne, je pense, assez attachante, du moins de la vision extérieure que nous on a à des milliers de kilomètres. Donc voilà, puis comme je crois que c'est Vincent qui le disait, et on a l'habitude, Elias le dit souvent en off, de toute façon, c'est pas notre argent, donc si on peut voir un mec, que ce soit Jalen Brown ou un autre gars qu'on aime bien, gagner 100 millions par an s'ils veulent, c'est pas notre souci financièrement parlant.
Je sais pas si J'ai dit 64 matchs pour les éligibilités au trophée, c'est 65, juste pour la Ok. précision. ça marche. Écoutez les gars, du coup je pense qu'on a fait un bon petit tour. Je sais pas s'il y a d'autres Elias, points que vous sur voulez le trade aborder. kicker. Ouais, bon, ça paraît juste anecdotique, mais en fait, je vais y repasser parce que j'ai lu pas mal de bêtises là-dessus et ça, j'estime que c'est important que les gens sachent quand même de quoi ça parle. Le trade de Jalen Brown, vous pourrez lire, il a un trade kicker. Le contrat, pardon. Il a un trade kicker, ça veut dire que dans les textes, un trade kicker, c'est quand tu es trade, il y a une clause qui s'active qui augmente ton contrat en certain pourcentage. Le maximum, c'est 15%. Sur le contrat de Jalen Brown, ça monte à 7%. Donc ça a été négocié avec l'équipe, hein, bien sûr, au moment de la signature de contrat. Mais dans les faits, en fait, parce que j'ai lu que en plus d'être payé 35% des 70 millions à l'année, il avait un trade kicker. Donc s'il était trade, c'est une catastrophe. Ce trade kicker, en fait, dans la réalité, il va presque pas être important parce que, comme on l'a dit, comme Titouan l'a bien expliqué, Vincent l'a bien rappelé, le contrat max, super max, c'est 35% du cap et ça ne peut pas dépasser 35% du cap. Et comme on vous l'a dit, le cap augmente certainement plus que 8% tous les ans, donc ça descend un peu, comme j'ai dit, 34% en 2025, 33%, bref. Donc, s'il est trade, on va dire, en 2027-2028, où son contrat ne représente plus que 32% du salary cap total, là, le trade kicker sera activé, mais de toute façon, ça ne pourra pas dépasser 35% du cap de cette année-là. Donc, il gagnera peut-être 3 millions de dollars de plus, mais genre grand maximum. Un petit exemple de ça, c'est Blake Griffin, qu'on connaît bien. Salutations à lui, je pense qu'il ne reviendra pas. Enfin, c'est même sûr qu'il ne reviendra pas. Il coûte beaucoup trop cher son contrat vétéran. Là, dans une situation financière, c'est juste pas possible. Donc, merci à lui pour l'année. Lui, quand il était trade des Clippers aux Pistons, il avait un trade kicker. Il avait le même contrat que Jalen Brown, ou c'était peut-être 30%, lui. Ça devait être 30%. Et bref, à l'époque, son trade kicker s'est activé. Attention, hein, il a gagné 200 000 $. Voilà. Donc, en fait, j'ai lu pas mal de choses sur ce trade kicker, plus du côté américain des gens qui comprenaient pas, qui se moquaient du contrat, mais un peu sur certains tweets français. Donc, j'estime que c'est quand même quelque chose qui est important de comprendre parce que ça change pas mal la vision du contrat. Donc, il peut être trade, ça n'a pas du tout une valeur négative pour les autres front office. Ça va pas influencer du tout. C'est peu impactant, quoi. un Moi, j'avais pas potentiel trop trade. bien compris, c'est peu impactant. Voilà, c'est ça. Ouais, non, c'est très peu impactant. Ok, ça marche. Précision importante. Donc, merci les gars. Du coup, j'espère que ça a été assez compréhensible pour tout le monde. Je sais que c'est beaucoup de termes, beaucoup de chiffres, beaucoup de sujets dont on n'a pas forcément l'habitude d'entendre quand on parle de NBA, quand on parle de basket. Donc, c'est pas toujours simple de saisir toutes les notions, mais c'est quand même des choses qui sont importantes pour comprendre certains trades, certains mouvements, certaines signatures, etc. Donc voilà, c'est quand même assez important. Si vous avez des questions à ce sujet, alors comme je vous l'ai dit en intro, pas hésiter à aller écouter les podcasts de Dunk Hebdo qui sont très bien faits à ce sujet, notamment Tom Feller sur Twitter, enfin, sur X même maintenant, qui est ultra calé là-dessus. Et sinon aussi évidemment Vincent et Elias sur Twitter qui vous feront un plaisir de répondre à vos questions. Mais on est moins calé. Plus calé sur les Celtics, moins sur le CBA pur peut-être. Voilà. Donc voilà, merci les gars. Je vous souhaite une bonne soirée, puis à la prochaine du coup. Bonne soirée. Salut. Salut. Ciao. About a 2-second difference between the shot clock and game clock. Thomas on the drive, pull-up jumper, it's good! Isaiah Thomas gives the Celtics the lead with 2.4 remaining. 13 fourth quarter points. And Atlanta calls their final timeout. So many big shots from both teams, Jeff, down the stretch.